parce que nous avons des objectifs à atteindre. Souvent, on les explique avant. De temps en temps, on laisse les citoyens constater les résultats. Comme quand on prenait Kidal. On n'a jamais dit à quelqu'un en 2021, quand certains voulaient nous presser d'aller à des élections, que nous avons autre chose dans la tête. Mais quand Kidal est pris, qu'est-ce que beaucoup ont dit? Kokumatouda. Parce qu'en réalité, sans prendre Kidal, sans cet affrontement direct, comme je l'ai dit, avec les ennemis du Mali, et que la question soit tranchée définitivement devant l'histoire, aucune autre question ne pouvait être résolue de façon définitive. Aujourd'hui, nous sommes à une autre phase. Et j'ai expliqué souvent aux uns et aux autres qu'après la conquête ou la reconquête, qui est toujours dans les faits l'affaire d'une minorité déterminée de dirigeants, pour reconstruire la paix, c'est tous les Maliens. Aucune minorité ne peut construire la paix. Et c'est pour cela que j'ai appelé les uns et les autres à faire l'union sacrée, quelles que soient les origines politiques et sociales, autour des autorités de la transition, autour du président de la transition, pour conduire le Mali vers les meilleurs rivages. Mesdames et messieurs, je ne vais pas citer tous ceux qui sont présents parce que quand le présentateur a cité, on se demandait est-ce que tout ce monde allait contenir dans cette salle. Mais je comprends que beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe actuellement. Notre rôle, c'est d'expliquer. Après avoir agi, après avoir réfléchi et agi, il faut maintenant expliquer ce qui va suivre. Parce que dans une société, vous avez trois grands acteurs. Vous avez le peuple, c'est les 98%. Vous avez l'élite dirigeante, peut-être 1%. Et l'élite opposée à celle-ci, qui a vocation à devenir élite dirigeante un jour, qui fait à peu près 1%. La bataille, en réalité, dans toutes les sociétés, pour ceux qui comprennent bien, c'est entre ces trois groupes. Les deux derniers cherchent chacun à convaincre le premier, qui est le peuple, parce que c'est lui, en dernier ressort, qui décide. Et au sein du gouvernement de transition, nous avons une claire conscience du fait que le centre de gravité de la transition, c'est le peuple. Et aussi longtemps que le peuple va soutenir la transition, elle va réussir. Le jour où il n'aura pas le soutien du peuple, les dirigeants ont intérêt à tirer les leçons et regarder vers d'autres rivages. Beaucoup se rappellent le 4 juin 2021. Je n'étais pas encore nommé Premier ministre, mais je le savais déjà, parce que j'ai eu un premier échange avec le président. 4 juin 2021, à la place de l'indépendance. J'ai rappelé ce jour-là aux Maliens et aux amis du Mali qu'il faut que le peuple malien ait le droit
de regarder désormais vers de nouveaux rivages. Mais ce faisant, il doit être conscient qu'il va rencontrer des puissants vents contraires, des cercles de feu dans lesquels il faut foncer en se tenant la main. Tenir ceux qui vont tomber, qu'on ne laisse personne pour arriver à des rivages plus heureux. Je dis bien le 4 juin 2021. Le 7 juin 2021, le président de la transition dans cette même salle a été investi au nom du peuple malien, chef de l'État du Mali, chef suprême des armées, chef de la magistrature. À partir de ce moment, il a nommé un Premier ministre et il a fixé le cap. J'ai l'habitude d'expliquer aux uns aux autres que le fonctionnement, l'idée que nous nous faisons du fonctionnement d'un gouvernement, c'est comme une maison. Le président, c'est l'architecte. Le Premier ministre, c'est son ingénieur. Les ministres, ce sont les chefs de chantier. Le peuple, la grande masse, celle qui construit sa maison, brique par brique. Le rôle des dirigeants, c'est d'avoir une claire conscience de leur mission face à l'histoire. Et comme l'a dit Frantz Fanon, dans les années 60, cette mission, il s'agit de la trahir ou de la réaliser. Et l'équipe a décidé, face à l'histoire, face au peuple malien, face à l'Afrique et face au monde, d'accomplir sa mission. En ce moment, beaucoup de choses ne se comprenaient pas. Mais nous savions d'où nous venons. Quand je dis nous, le gouvernement, où est-ce que nous étions et surtout, où est-ce que nous voulons aller. Mesdames et messieurs, depuis quelques semaines, nous parlons d'un certain nombre de faits. La CEDEAO et l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Depuis 2 semaines, et ça va continuer parce que je vais rencontrer les universitaires, nous avons décidé de partager nos idées sur cette question avec le maximum de Maliens. Parce que les dirigeants que nous sommes, c'est le 1% dont je viens de parler. Il y a l'autre 1% qui ne dort pas aussi. Koumatada aujourd'hui, mais demain, comment Bessoro. Donc, il y a une bataille pour avoir de son côté les 98%. Et c'est pour cela que nous avons décidé que malgré ce que donnent les réseaux, ce que donnent les différentes conférences, il est nécessaire d'aller directement vers les différentes couches, compléter leur lecture des événements en écoutant directement les responsables du gouvernement mandatés à cet effet. Vous venez d'écouter le brillant exposé du ministre de la Refondation, qui se passe de commentaires. Je voudrais vous dire simplement que je vous remercie vraiment d'avoir répondu massivement à cet appel. Même si, pour diverses raisons, parce que cette réunion a été reportée plusieurs fois, elle a été combinée, il était question d'ailleurs de la reporter, nous avons dit qu'il faut aller vite. L'information est périssable. Si nous ne faisons pas vite, dans 2 semaines, il y aura peut-être d'autres événements où ceux d'aujourd'hui ne seront plus écoutés. Mais nous savons aussi que la population a une grande capacité d'oubli. C'est sur ça d'ailleurs que nos adversaires travaillent. Vous aurez remarqué qu'ils cachent toujours des pans entiers de l'histoire.
Et en nous cachant notre histoire, on nous fait vivre l'événementiel à travers les radios internationales. Vous savez, avant, quand nous on se réveillait, on mettait Radio Mali. Mais aujourd'hui, tout le monde peut témoigner, jusqu'à une date récente. Quand vous vous réveillez, quand c'est les intellectuels, on met RFI. Quand on est à la télé, on met France 24. Quand c'est les pays anglophones, on met BBC, CNN. Les radios nationales sont de moins en moins écoutées. Et ces radios ont conclu des accords avec les gouvernements dits démocratiquement élus pour ramener des antennes jusque dans les villages. Ce qui fait que nos grands-mères, quand elles se réveillent, elles n'écoutent ce que les gens pensent à Paris, à Londres ou à Washington. Et comme ça, au fil des années, toute une génération d'Africains ne réfléchit que par ce que les autres veulent. En une année, la France seulement investit près de 40 milliards de francs CFA uniquement dans les médias destinés à l'Afrique. BBC, La Voix de l'Amérique, la même chose. Et donc, c'est très clair pour nous qu'à la phase où nous sommes, il y a ce que nous appelons la guerre informationnelle. En plus des faits, il faut que nous connaissions notre histoire, notre présent et surtout là où nous voulons aller. C'est ce qui explique ces conférences multiples. Celui qui suit la même chose, il s'ennuie, par exemple, les ministres qui regardent les mêmes choses à toutes les séances, certains se disent même, j'ai déjà entendu ça. Mais dans une salle de 1000 personnes, il y a peut-être 500 qui n'ont jamais entendu parler ou qui sont occupés, qui regardent des morceaux dans les réseaux. Nous avons décidé de façon systématisée de rendre compte à notre population pour que personne n'en ignore. Parce que la manipulation est devenue aujourd'hui une arme fatale dans les mains des adversaires de notre pays. C'est pour que vous compreniez bien pourquoi nous sommes là. Et d'ailleurs, dans quelques jours, nous allons continuer avec les universitaires, avec, bien sûr, le développement d'autres points. Mesdames et messieurs, notre pays est à la croisée des chemins. Il est engagé dans une tradition qui se veut une transition de rupture radicale afin de refonder l'État, de renforcer son indépendance, sa souveraineté, son intégrité et de restituer à notre peuple son honneur et sa dignité. Cette mission noble et exaltante de redressement de conduite est conduite par le gouvernement et le peuple malien sous le leadership du président de la transition. Depuis plus de 2 ans, le chef de l'État, le gouvernement et notre peuple ont posé des actes courageux et de salubrité publique allant dans le sens du redressement de notre pays, confronté à une crise multidimensionnelle, une crise existentielle. Cet après-midi, mesdames et messieurs, j'ai souhaité rencontrer un certain nombre de forces vives. La haute administration a parlé, la société civile, les partis politiques qui ont vocation à diriger le pays. Certains sont dans le premier groupe de 1%, d'autres, par le concours de l'histoire, sont dans l'autre groupe de 1%. On se bat tous les deux pour avoir de son côté les 98%. Et donc, j'ai fait exprès d'inviter tous les partis, quelle que soit leur opinion, parce que de toutes les façons, tôt ou tard, c'est eux qui vont manager le pays. Peut-être, comme je dis, certains aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe seront demain amenés à faire autre chose. Je voudrais donc les remercier d'avoir accepté, pour ceux qui l'ont bien voulu, répondre à notre appel. Mesdames et messieurs, cet après-midi, j'ai souhaité vous rencontrer dans le cadre de nos échanges périodiques et de l'obligation de rendre compte aux forces vives que nous nous sommes imposées en toute transparence
sur deux sujets majeurs, j'allais dire deux décisions de très haute portée, engageant l'avenir de notre pays et le devenir de notre nation. Il s'agit de la fin de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger et de la décision conjointe du Burkina Faso, du Mali, du Niger de se retirer sans délai de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, sur le premier point, le gouvernement du Mali, après un long et lourd investissement politique et financier, après une patience qui aura duré près de 9 ans, pour un accord censé s'achever au bout de 2 ans, le gouvernement a dû, à son corps défendant, constater le 25 janvier 2024 l'inapplicabilité absolue de l'accord pour enfin déclarer sa caducité. Cette décision du gouvernement du Mali, sous la haute conduite du président de la transition, est une décision responsable, une décision mûrement réfléchie et hautement patriotique, qui s'inscrit dans la longue histoire de notre pays. Mesdames et messieurs, cette décision découle de plusieurs constats. D'abord, le constat de la mauvaise foi manifeste des mouvements signataires de l'accord. Enfin, certains parmi nos frères des mouvements signataires se sont écartés de l'esprit de l'accord depuis longtemps. Vous vous rappelez, ou bien pour ceux qui ne savent pas, on nous a présenté ici des hommes à la retraite pour dire qu'il faut faire d'eux des généraux. Avec le soutien de certaines forces, des hommes à la retraite qui ont passé leur temps à travailler. On les prend, on les nomme généraux. Mais nous avons dit non. Ça fait 2 ans qu'on traîne là-dessus. Nous avons dit de donner les noms des gens qui correspondent aux critères objectifs. On nous a dit non. Ça, c'est un exemple. On ne parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se taisait. Ça, c'est un exemple illustratif que je vous donne pour que vous compreniez ce qui se passe. Les obstacles qui n'ont cessé de poser ainsi que les actes de défiance ont rendu la mise en œuvre de l'accord quasi impossible. À titre d'illustration, les mouvements signataires regroupés au sein de la CEMA ont saboté l'accord, ont été les premiers à l'enterrer à travers des actes de provocation et de belligérance, comme cela a été constaté pendant tout le processus de retrait de la MINUSMA des emprises qu'elle occupait dans le nord du Mali. Que n'ont-ils pas fait en violation de tous les principes pour empêcher le transfert des emprises à nos braves forces armées et de sécurité? Alors même que nous nous sommes entendus avec la MINUSMA pour un retrait ordonné, coordonné et sécurisé avec le Mali. Souvent, nous venons à 10 heures. Après s'être donné rendez-vous, on nous dit qu'ils sont partis depuis 8 heures. Mais on dit, mais ça, c'est quoi ça? On s'est entendu que vous partez à 10 heures et puis vous vous quittez depuis 8 heures. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ils sont en insécurité. Mais eux, ils sont venus pour sécuriser les Maliens. Mais en réalité, toute la nuit, ils ont fricoté avec les terroristes pour passer les armes lourdes, les blindés et disparaître. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que notre armée se prépare à cette situation depuis plus de 2 ans. Depuis la rectification, depuis la mi-décembre 2021, où s'est déclenchée la grande offensive militaire, où l'armée a déplacé l'insécurité dans les sanctuaires des terroristes. Depuis cette date, jusqu'à une date récente, notre armée a redoublé, a multiplié sa vigilance et ses capacités d'affrontement direct, comme je l'ai dit, avec l'ennemi du Mali. Et c'est pour cela que nous les avons observés
quand ils ont nuitamment transmis toutes ces armes lourdes à nos adversaires, le matin, pendant qu'ils nous disent qu'ils sont partis, les autres faisaient la fête, nous leur avons donné un bonjour et comme le dit le journaliste, ils se sont trouvés, comme d'autres ministres de la Défense le dit, on les a renvoyés au repos éternel. Pour que tout le monde sache à quoi s'en tenir avec le Mali. Nous sommes un vieux peuple, un peuple de guerriers qui peut plier face à des difficultés de l'histoire, mais qui n'auront jamais. C'est ce que nous avons montré à l'occasion de ce retrait. Mesdames et messieurs, je disais que ces emprises qui devaient être légalement restituées au Mali, suivant les décisions du Conseil de sécurité, leur prise a été l'objet d'étaler au grand jour la mauvaise foi des mouvements armés qui se sont désormais compromis avec les mouvements terroristes. L'attaque du bateau de Tombouctou, l'embargo de Tombouctou, l'attaque de la base de Gao. Mais c'était fait pour quoi? C'était fait pour nous déstabiliser. C'était fait pour rompre le fil qu'il y ait les 1% des dirigeants aux 90% de la population. C'était des forces spéciales étrangères qui l'ont organisé pour paniquer la population et dire qu'il y a des dirigeants va-t-en-guerre avec quelques suppôts locaux qui sortaient. Oui, il faut la paix. Le gouvernement doit arrêter de se battre comme ça, c'est des va-t-en-guerre. Comme si on n'a jamais refusé la paix. Heureusement qu'eux-mêmes ont apporté la preuve. Parce que nous avons entendu la SEMA, nous avons entendu dire le GINIM, le GISM, et après l'élément de langage, c'est le CSP, qui assume ces actes terroristes contre nos populations. À partir de ce moment, il n'y avait plus rien à chercher. Il fallait aller, comme je l'ai dit, à visage découvert à cet affrontement avec tout le monde. Les balas et les baladéons, là, il fallait les affronter, les cogner à la bouche. Mesdames et messieurs, dans cette situation, je ne cesserai jamais de saluer le courage, la bravoure et le professionnalisme des forces armées de sécurité du Mali, qui n'ont ménagé aucun effort et qui continuent de se sacrifier pour rendre à notre pays son intégrité territoriale et sa souveraineté. Souvent, certains pensent que c'est flatteur quand je les appelle les monnaies-baudouins. Parce que aussi longtemps qu'ils n'avaient pas tranché cette question de Kidal, les Maliens ne pouvaient rien faire. Mais pour trancher cette question, il fallait des hommes déterminés. Et ces hommes se sont trouvés au sein de nos forces armées de sécurité. Ce qu'elles ont accompli le 14 novembre 2021 à Kidal, avec dévouement et une science avérée de l'art de la guerre, se passe de commentaires et est digne d'être enseigné dans les grandes académies militaires du monde. Faut-il le rappeler encore, l'occupation des emprises laissées vacantes par l'aménagement revenait de droit aux forces armées de sécurité, et uniquement à elles, conformément à la résolution 2690 adoptée le 30 juin 2023 par le Conseil de sécurité. En s'attaquant aux FAMA, successivement à Ber en septembre 2023, puis à Nefis, à Tessalit, à Kidal, à Gelhok, en organisant des blocus et des exactions contre les populations civiles et plusieurs localités du nord de notre pays, les mouvements signataires ont ouvertement revendiqué leur collision avec les groupes armés terroristes et ont ainsi démontré qu'ils n'étaient plus des partenaires pour la construction de la paix.
La décision du gouvernement de déclarer caduc l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger et aussi la conséquence logique du manque de résultats de la médiation internationale conduite par la République d'Algérie. Le Mali a placé une confiance aveugle en la communauté internationale en acceptant une équipe de médiation, qu'une équipe de médiation soit le garant de la mise en œuvre de l'accord signé en 2015 à Bamako, dans cette même salle. Cette confiance n'a pas produit les effets escomptés. Le Mali a même été trahi dans sa bonne foi, comme on a pu le constater, voire dans l'attitude de certains acteurs pendant le retrait de l'aménagement. Je viens de vous appeler. Rendez-vous 10h, votre partenaire quitte à 8h. Vous venez à 10h, on vous dit qu'il est déjà parti. Il ne vous reste qu'à tirer les leçons. Oui, l'armée malienne, je l'affirme ici, a été trahie, abandonnée, mais fort heureusement, ne s'est jamais laissé piéger. Comme je vous l'ai dit, de longue date, l'armée avec les chefs militaires auxquels je rends un hommage mérité ont préparé cette date fatidique qui est arrivée. Elle a été préparée et gagnée avec maître de maître. La récente tension diplomatique avec l'Algérie, chef de file de la médiation internationale, est la conséquence d'une série d'actes hostiles et inamicaux contre le Mali, pour lesquels notre gouvernement a élevé la plus vive protestation. Parmi ces actes, on peut citer de façon non limitative l'accueil sans concertation ou notification préalable et au plus haut sommet de l'État algérien des citoyens maliens subversifs et des citoyens maliens poursuivis par la justice dans notre pays pour actes de terrorisme. L'existence sur le territoire algérien de bureaux assurant la représentation de certains groupes signataires du défunt accord devenus aujourd'hui des acteurs terroristes. Depuis ces bureaux, ils agissent à visage découvert contre la sécurité nationale du Mali en toute impunité. La volonté des autorités algériennes de vouloir maintenir le régime des sanctions des Nations Unies concernant le Mali au cours du sommet du mouvement des non-alignés qui s'est tenu en Ouganda au mois dernier, alors même que notre pays a demandé et obtenu de l'ONU la fin du régime des sanctions. Et c'est la grâce à l'utilisation du veto de notre partenaire stratégique aujourd'hui, j'ai nommé la Fédération de Russie. Vous savez que ce régime de sanctions souvent a été imposé à des citoyens maliens tout simplement parce qu'ils ont refusé de trahir leur pays. Quand vous ne faites pas leur jeu, souvent, on inscrit vos noms sur la liste des personnes à sanctionner. Alors que ceux qui organisent la mort des Maliens empêchent à Kidal, à Taoudeni, à Gao, à Tombouctou, aux enfants d'aller à l'école, ont leurs enfants dans les grandes écoles ici, en Occident, ont 3-4 passeports, sont reçus comme des grands élus de la République du Mali. Voici la situation que notre pays a. Mesdames et messieurs, je voudrais rappeler qu'en plus des points que j'ai cités, vous avez l'incapacité du médiateur à faire respecter par les mouvements signataires leurs obligations au titre du dit accord, alors même que ces derniers ont clairement démontré qu'ils n'appliquent plus de bonne foi l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le manque de volonté des mouvements signataires à mettre en œuvre l'accord a entraîné l'enlisement puis l'affaiblissement de l'accord dont les dividendes ne profitaient plus au processus de paix ni aux populations du Nord. Elles ne profitaient qu'à une minorité, une oligarchie constituée au Mali qui se fait élire, qui a infiltré toutes nos administrations, l'armée, les partis politiques, l'administration, et ont pris le Mali en otage. Illustration, depuis 10 ans, on exploite de l'or. Le ministre de la Refondation vient de le dire, en grande quantité.
Mais les populations de Kidal ne voient pas ce tort. Gao, Menaka, Taoudeni, Tombouctou, il y a une minorité qui est distribuée suivant un réseau aux membres de l'oligarchie et les restes va là où vous savez. Avec l'AES, je crois qu'on va tenter d'y mettre fin petit à petit. Je donne souvent un exemple. Récemment encore, dans un pays de l'OCDE, on a présenté, il y a un pays qui a présenté la quantité d'or qu'il importe du Mali par an. On l'a évalué en CFA. On a fait la même évaluation de la quantité d'or que les services maliens déclarent exporter dans ce pays. J'ai fait la différence. Vous avez la différence entre ceux qu'ils ont déclaré, qu'ils ont reçu, parce que ça, c'est une bourse des valeurs, et ce qu'on déclare ici. La différence est l'équivalent du budget national du Mali. Voici dans quoi on voulait nous maintenir des décennies. Et le peuple malien a eu le sang de l'histoire. Il a dit non. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de la création de l'AES, comme je vous dis, petit à petit, nous allons nous donner les moyens de notre politique, de la politique qu'il faut pour notre pays. Mesdames et messieurs, en 9 ans d'application, aucun progrès en ce qui concerne le volet démobilisation. Je viens de vous en parler. Désarmement et déréinsertion des ex-combattants. Et c'est là principalement à cause des obstacles fréquents posés par les mouvements signataires. Dans quelle armée on peut se respecter? En prenant quelqu'un qui va à la retraite, qui change de mouvement, comme les militants changent de parti souvent. Il va à l'Assemblée, quand un parti l'arrange, il vire là-bas, il devient député ou élu. Ce monsieur aussi, il va dans un mouvement et il gonfle les muscles, on vient nous présenter à nos militaires, il faut le nommer général. Mais ceux qui ont usé leurs culottes sur les bancs, ont usé leurs rangers en train de se battre pour être généraux. Et ce monsieur, ça c'est un cas que je vous ai cité. Il y en a beaucoup comme ça. Tout a été mis en œuvre pour empêcher que nous mettions en œuvre de bonne foi l'accord. Et pour revenir, mesdames et messieurs, au chef de file de la médiation, ces différents agissements ont pris la forme ces dernières semaines de manquement à son devoir de neutralité, d'ingérence grave et intolérable dans les affaires intérieures du Mali. Toutes choses incompatibles avec les usages diplomatiques, avec l'esprit des relations séculaires, de fraternité, d'amitié et de bon voisinage. Mesdames et messieurs, le ministre de la Refondation vient de le rappeler. Nous allons continuer à le rappeler aussi longtemps que c'est nécessaire. Les agissements du gouvernement algérien, en fait, sont en violation de l'article 34 de la Constitution du Mali, qui dispose que l'action publique en République du Mali est guidée par les 3 principes édictés, à savoir le respect de la souveraineté, le respect du choix de partenaires stratégiques, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Ce texte-là, jusqu'à une date récente, certains disaient oui, c'est le président qui a dit. Ça, c'est Assimi Goïta. Quand il ne sera pas président, on n'en parlera plus. Ça, c'est le premier clivant qui le dit. Mais aujourd'hui, c'est dans la Constitution. C'est l'article 34 de la Constitution de la République du Mali qui le dit. Mesdames et messieurs, à partir de ce moment, l'Algérie est sortie de son rôle de médiateur. Le gouvernement du Mali a en conséquence exprimé sa désapprobation et a tiré les conséquences de droit par rapport à l'accord pour la paix et la réconciliation. La réaction du gouvernement malien nous a confortés dans notre conviction que nous n'avons pas eu affaire à un médiateur neutre, impartial et équidistant des partis. C'est une réaction teintée de déni de réalité et surtout pleine de mépris pour notre pays, comme chacun a pu le constater.
Au Mali, mesdames et messieurs, nous avons le sens de l'histoire. C'est pourquoi nous tenons à rappeler humblement aux autorités algériennes les relations séculaires et fraternelles qui existent entre les peuples maliens et les peuples algériens. Ces relations ont été revigorées par le soutien franc et sincère apporté par le Mali à leurs frères algériens pendant leur lutte héroïque pour leur indépendance. Oui, il est opportun de rappeler que lors de la guerre d'Algérie, le Mali a notamment offert son territoire comme base arrière aux Moudjahidines, aux combattants algériens, ouvrant ainsi un front sud dont l'apport a été déterminant dans la victoire finale. Notre pays a participé aux affrontements contre le colonisateur français en déployant des combattants maliens aux côtés des Moudjahidines sur le territoire algérien pour défendre la liberté et la dignité de nos frères algériens. Aujourd'hui, au plan politique, notre pays a défendu la cause algérienne dans toutes les instances diplomatiques jusqu'au recouvrement de son indépendance. Pour notre part, mesdames et messieurs, nous sommes lucides et nous faisons la distinction nette entre les errements actuels du gouvernement algérien et les liens séculaires d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui lient les peuples frères maliens et algériens. Il s'agit là de liens inaltérables pour le maintien, le renforcement desquels le Mali et son peuple ne seront jamais pris à défaut. Mesdames et messieurs, le Mali réaffirme son attachement à la promotion des relations amicales et harmonieuses avec l'ensemble des États, y compris l'Algérie, sous réserve du respect des 3 principes guidant l'action publique dont j'ai déjà parlé. Sous réserve du respect de ces principes, tous les pays sont amis du Mali. Le Mali n'a pas d'ennemis dans le monde, mais le Mali ne peut plus accepter qu'un pays croit qu'il est un arrière-cour pour lui, une arrière-cour, qu'il est un paillasson sur lequel il peut essuyer ses pieds. Ça, c'est fini. Mesdames et messieurs, le Mali demeure une nation pacifique. Nous n'avons pas dénoncé l'accord, la fin de l'accord contre une partie de notre peuple, ni contre un pays partenaire. Après 9 ans de louvoiement et de tâtonnement, l'heure est venue pour les filles et les fils du Mali de s'approprier leur destin en privilégiant les solutions endogènes aux problèmes maliens. C'est tout le sens de la décision du président de la transition, annoncée le 31 décembre 2023 dans son discours à la nation, la tenue en cours du dialogue direct intermalien destiné à asseoir une appropriation nationale du processus de la paix. Mesdames et messieurs, ce matin j'étais là. Le hasard du calendrier fait que c'est le jour même où le comité de dialogue intermalien adoptait les termes de référence sur lesquels il va travailler. C'est ce jour même que cette réunion se tient. Ce comité composé de personnalités représentatives des différentes composantes de notre nation est chargé de la préparation de l'organisation du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Mesdames et messieurs, ce matin, j'ai fait ici une petite digression qu'il est nécessaire de rappeler à tous les Maliens. Parce qu'en général, je vous dis toujours, ce que j'ai constaté, on cache l'histoire. Souvent, ça arrange les dirigeants. Et quand ils sont au pouvoir, ils font croire que le soleil a apparu avec eux, qu'avant eux, il n'y avait rien. Certains disent même, on va mourir avec nous. Heureusement, j'ai pris la mort qu'elle ne vienne pas. Parce que quand elle vient, chacun cherche sa tête. J'ai rappelé ce matin un certain nombre de faits. Vous savez qu'en 2018, beaucoup ont vu ici une vidéo qui passait. En ce moment, je ne pensais pas qu'on aura la chance d'en parler de sitôt. J'avais dit qu'un jour viendra, sous notre génération ou après,
où le peuple malien va sécréter des filles et des fils qui vont lui donner confiance, lui restituer son honneur et sa dignité. J'ai prié du bon Dieu que cela se fasse le plus vite. Ça, c'est peut-être pour celui qui est au pouvoir aujourd'hui, mais ceux qui ne sont pas là, ils ont dit mieux avant. Sédou Badian Kouyaté, c'est lui qui a écrit l'hymne national du Mali. Avant sa mort, vous vous rappelez très bien, il disait que nous sommes un grand peuple. Tous ceux qui trafiquent aujourd'hui à l'extérieur, avec certains dirigeants locaux, pour vassaliser le peuple malien, ne perdent rien à attendre. Nous avons tout le temps devant nous. Le peuple malien va se réveiller un jour. Ça, c'est Sédou Badian Kouyaté. Vous vous rappelez ça de très bien. En 2012, beaucoup ne le savent pas. Moi, j'ai rencontré ATT le 17 mars 2012 dans son bureau, après 3 ans d'interruption. On a parlé de beaucoup de choses. Arrivé à la porte, je sentais l'homme affaibli, découragé. Il me prend par la main. Il me dit, cousin, je vais vous dire quelque chose qu'il faut retenir. Toute personne qui a tété le lait malien, toute personne qui a le sang malien qui coule dans ses veines, il y a des pays qui ne vont jamais accepter qu'il soit leur interlocuteur. Ils voudront toujours le vassaliser, ils ne l'aimeront jamais. 17 mars 2012. Quelques jours après, il est tombé. Mais, quand on a écrit l'accord dans cette même salle, Ibrahim Boubacar Keïta, je ne suis pas sûr que s'il était là, il allait avoir une équipe qui allait faire ce qu'on est en train de faire. Mais, dans le cœur, ceux qui étaient là ce jour-là se rappellent très bien de l'altercation qu'il y a eu entre lui et Hervé Latsous, qui était le représentant du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations, de nationalité française. Ce jour-là, Ibeka lui a dit, monsieur, il a menacé le Mali de ne pas profiter de l'accord pour attaquer ceux qui ont refusé de signer. Des conditions. Le président Keïta a répliqué en lui disant que le Mali a une grande histoire, un grand sens, connaissant des relations internationales, que nous ne sommes pas des gueux et que notre peuple, tôt ou tard, va rétablir son destin. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité un État et des gens qui brûlent, qui cassent les mausolées, qui refusent de signer les accords. Effectivement, cette altercation, ça a passé sous silence parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État. Mais moi, j'ai très bien compris ce jour-là. Qu'est-ce qui le travaillait dans le cœur? Impuissant, comme beaucoup de Maliens, mais se disait toujours que nous aurons des ressources pour redresser notre pays. J'ai rappelé tous ces faits pour quelle raison? C'est pour vous dire qu'au Mali, il y a un fil conducteur chez les dirigeants. Quelle que soit la personne, comme ATT me l'a dit, qui a tété le lait malien, qui a du sang malien qui coule dans ses veines, il y a des choses qu'il ne l'acceptera jamais. Il peut plier, mais il ne va jamais rompre. Et aujourd'hui, c'est leur petit-fils et leur fils, le colonel Assimi Goïta. Donc vous vous rappelez très bien, quand les militaires ont pris le pouvoir, ils ont rencontré les anciens chefs d'État qui étaient disponibles. Vous vous rappelez, l'ancien président Moussa Traoré les a reçus. Après l'audience, j'ai encore en mémoire la vidéo. Il dit qu'il est convaincu qu'il y aura des patriotes au Mali. Il est convaincu que ces jeunes-là sont des patriotes. Ils vont restaurer le Mali. En ce moment, peu de gens croyaient. Mais moi, j'y ai toujours cru. Ces éléments-là, les Maliens les oublient souvent. C'est pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui,
Ce n'est pas une question d'un ou des hommes. Même si ce n'était pas nous, d'autres allaient le faire. Parce que c'est le Mali. C'est notre histoire. C'est nous. Aujourd'hui, il est heureux qu'on n'a pas attendu d'autres générations. C'est leur petit-fils, comme je le dis, Assimi Goïta, avec ses compagnons d'armes, avec ses compagnons politiques, qui ont analysé la situation. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait une camisole de force qu'on a mis sur le Mali. Un halo, MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel, Takuba, ECAP, EITM et que sais-je encore. Et nous avons décidé, sous la haute direction du président de la transition, de détricoter cette chemise de force. Nous avons commencé par le dernier venu, c'était Takuba, renvoyé en plein midi, parce qu'il voulait transformer Menaka en un centre d'entraînement des forces spéciales de l'Union européenne. Rien d'autre. Même des zones, notre armée ne peut pas survoler. On nous dit que c'est les zones d'entraînement nocturne de Takuba. Nous ne pouvons même pas acheter des lunettes à vision nocturne. Un pays qui est en guerre. Nos soldats meurent. On ne peut pas payer des vecteurs aériens. Un pays vaste comme nous. On les enterre et on se moque. Ah, les militaires maliens. Et il y a des hommes ici qui cherchent le pouvoir, qui embouchent cette trompette. Oui, au Mali, il n'y a pas de militaires. Ils sont bons que pour les coups d'État et les défilés. Vous vous rappelez, en 2020, on a un militaire qui a eu le courage, en 2021, je crois que c'est le ministre de la Défense, Daïou Dambélé. Il a dit devant Dieu et les hommes, des députés, qu'ils n'ont pas mangé sur le terrain souvent. Les soldats meurent de faim, de soif. Pour le dire en ce moment, il fallait du courage physique. Il fallait avoir le sens de l'histoire. Chaque fois que je regarde des hommes comme ça, personnellement, ça me donne de l'espoir. Et le jour est arrivé, comme je vous ai dit, c'est le petit-fils de tous ceux qui ont parlé là, avec ses compagnons d'armes et les compagnons civils qui ont redressé la barre aujourd'hui. Mesdames et messieurs, j'ai cité tout ça, c'est pour réveiller en vous le sens de l'histoire. C'est l'histoire qui fait le soubassement de la force d'un peuple. Et c'est l'histoire qu'on veut nous cacher. Et nous, on tombe dans le panneau souvent. Quand quelqu'un arrive, on dit qu'avant lui, rien n'a été fait. Tous les autres n'aimaient pas le pays l'appeler. Ce n'est pas vrai. Au Mali, je suis convaincu que tous ceux qui ont eu la chance de diriger le Mali à un moment donné de l'histoire sont des patriotes. Ils peuvent s'être trompés. Ils peuvent plier face aux événements par leur caractère. Ils peuvent ne pas avoir une équipe décidée parce qu'un homme seul ne peut rien faire. Quand on envoie des hommes au front, on dit qu'on envoie 500. À la réalité, on envoie 200. Mais le président n'est pas là-bas. Les 200 qui vont, au lieu de leur donner 200 fusils, on leur donne 50. Le président n'est pas là-bas. Les 50 qui vont, au lieu de donner des milliers de balles, on leur donne seulement un chargeur. Le président n'est pas là-bas. Et lorsque la guerre commence, en quelques secondes, son chargeur est vidé. Mais l'autre a toute une chaîne, les terroristes. Voici le sort triste qui était réservé à nos militaires. Ça, il fallait en être conscient et relever ce défi. Mesdames et messieurs, le comité qui vient d'être mis en place, il va travailler dans le sens que les Maliens veulent. Mesdames et messieurs, honorables invités, le deuxième sujet que je vais aborder, ça ne va pas être très long, parce que beaucoup sont fatigués. C'est l'après-midi. Mais c'est nécessaire. Dans ce que je dis, il y a à boire et à manger. Dans ce que je dis, il y a à boire et à manger. Ceux qui somnolent,
Quand ils vont se réveiller, ils vont voir sur les réseaux la partie qui les intéresse. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'accomplir notre mission. C'est de délivrer le message. On ne fait pas ce qui plaît, forcément. On fait ce qui doit se faire. Et ce message-là, il faut qu'on le délivre. Mesdames et messieurs, ce deuxième sujet a trait au retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Comme vous le savez, les organisations intergouvernementales, les organisations régionales sont basées de prime abord sur le principe de la solidarité, sur la mise en commun des moyens afin de réaliser des buts communs et des objectifs partagés. Face à nos trois pays, regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel et qui sont en première ligne de la lutte contre le terrorisme depuis des décennies, la CEDEAO, notre désormais ancienne organisation commune à la Kahinala, a brillé par son absence, son manque d'empathie, de solidarité et de vision stratégique. Après avoir longtemps observé nos États se battre seuls pour leur survie, peut-être dans l'espoir de nous voir engloutis par la horde de terroristes, la CEDEAO a décidé d'imposer contre le droit et contre le bon sens des sanctions drastiques et illégitimes à nos États. Vous savez, ces sanctions n'avaient pas d'autres objectifs. C'était pour renverser les régimes. Moi, je suis dans un regroupement où nous avions des grands économistes qui sont venus nous faire des démonstrations que le régime ne tiendra pas plus de 2 semaines. Ces grands économistes, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. En tout cas, pas dans notre regroupement pour l'instant. Ils sont allés regarder ailleurs et je crois qu'ils n'ont vu personne tomber là-bas. En tout cas, pas le gouvernement malien. Il n'y avait pas une meilleure manière d'aider nos ennemis, les groupes armés terroristes contre lesquels nos États sont en guerre. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, lorsque les terroristes et les forces spéciales étrangères ont attaqué le bateau Tombouctou avec des dizaines de morts. Vous savez qu'il y a eu un sommet de la CEDEAO, on n'en a même pas parlé. Vous savez qu'il y a eu une réunion du Conseil de sécurité. Même présenter des simples condoléances à notre président, il y en a qui ont refusé. Mais qu'est-ce qu'il faut attendre de telle organisation? Mesdames et messieurs, le Sahel est un bouclier contre le terrorisme. En aucun cas, le Mali, le Burkina et le Niger ne doivent perdre la guerre contre le terrorisme qui leur est imposée. Comme j'aime à le rappeler, nous gagnerons cette guerre, plaise à Dieu, parce que notre cause est juste. La question qui se pose est de savoir à qui profite l'acharnement contre nos trois pays. Assurément pas aux braves populations du Burkina, du Mali et du Niger, qui sont vent debout contre les terroristes et les néocolonialistes. On vient de parler du cas du Niger, on a coupé même les médicaments contre les malades. C'est exactement ce que les terroristes font. Vous savez qu'à Farabougou, quand ils sont arrivés, ils encerclent, ils coupent la nourriture, ils coupent les médicaments, ils coupent tout. C'est les mêmes pratiques. Sauf que c'est une organisation d'État qui se permet de faire cela. Mesdames et messieurs, je crois pouvoir dire avec certitude que les sanctions contre la CEDEAO sont une sorte d'autoflagellation. Et de toute façon, notre peuple, quand je dis notre peuple, c'est le peuple de l'AES. Il verra, il comprend. Nous avons une claire conscience que dans l'histoire, tout ce qui est bien pour l'humain, pour l'humanité, ça passait par des douleurs. Toutes les grandes nations ont passé par des périodes difficiles pour arriver là où ils sont.
Vous parlez philosophie, l'homme tout court, tout ce que vous réussissez dans la vie, c'est après une période de douleur. Même pour être un homme, il faut que vous souffrez pour naître. Que votre maman souffre. C'est après que la vie commence. C'est la même chose. On a mis l'AES dans une situation où nous n'avons d'autre choix que de prendre l'ascenseur. Les autres vont continuer à marcher à pied. Dans quelques années, on va se retrouver. Certains vont demander de renvoyer l'ascenseur. On leur dira attention, l'ascenseur ou l'escalier. On ne peut pas venir au 4e étage nous rejoindre sans prendre ni l'ascenseur ni l'escalier. Sinon, vous allez vous casser les pieds. Donc, patientez et discutez avec les dirigeants de ce moment. Mesdames et messieurs, la CEDEAO est devenue une menace. Vous savez que lorsque nous avons décidé ensemble de quitter, mais nous avions des informations plus ou moins précises, qu'on voulait attaquer le Niger, sous le couvert de la CEDEAO, c'est des forces des pays extra-africains qui ont vu utiliser la CEDEAO comme un cheval de Troie pour renverser un régime dans un pays de l'AES. Mais nous avions compris très bien. Les balabas dans cette affaire-là, c'est les Maliens. Quand on va finir avec les balas là, si le Niger tombait, le tour c'est le Burkina. Après, ils vont se concentrer sur le Mali. Mais ce qu'ils ont oublié, les époques ont changé. Il y a d'autres dirigeants au Mali, d'autres dirigeants au Niger, d'autres dirigeants au Burkina Faso. Et nous avons fait, contre l'attente de tous ces messieurs-là, une alliance militaire où nous avons été clairs. Je l'ai répété plusieurs fois. Nous n'accepterons pas qu'on touche aux cheveux d'un de nos partenaires. Celui qui touche les cheveux du Niger, on va raser sa tête. Idem pour le Burkina, idem pour le Mali. Et aujourd'hui, nos peuples sont liés par le destin. Nous devons tout faire pour rester ensemble. Nous avons d'ailleurs pas le choix en ce qui concerne les dirigeants. Les peuples sont déjà en avance. Mesdames et messieurs, c'est face à cette situation que le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta du Niger, le général Abdraman Chani du Mali. Bon, de toute façon, c'est AES. Hein. Bon, d'ailleurs, je crois que d'ici la fin de la transition, on va faire la rotation des présidents. Bon, certains vont aller au Burkina faire une semaine, au Niger, au Mali, Assimi, Ibrahim Traoré, général Chani. Donc vraiment, je crois que c'était un lapsus très heureux. Le général Abdraman Chani ont respectivement intervenu. Je veux que vous détenez ces dates-là. Vous savez que c'est très important. Le 16 janvier, Assimi Goïta, qui ne parle pas beaucoup, a parlé près de plus de 30 minutes en Bambara. Dans ce discours-là, c'est plus court que le mien, c'est vrai, mais il y a à boire et à manger aussi. C'est vrai que chez nous, quand il y a à boire et à manger, c'est un peu long, il y en a qui somnolent. Mais lui, en 30 minutes, il a terminé. Qu'est-ce que vous avez entendu ce jour-là? Entre autres, il dit qu'on l'a appelé quelques jours avant pour lui dire, voici celui qui doit être président, premier ministre et président de l'Assemblée. Je crois qu'il a coupé l'appétit au monsieur en lui disant que de toute façon, pour ce qui concerne le président, là, c'est lui-même cette fois-ci. Vous avez écouté le président du Niger, au plus fort de la crise nigérienne. Il y a un pays européen qui a voulu intervenir. Il y a un autre qui l'appelle pour lui dire, attention, le Niger, ce n'est pas pour vous, c'est pour nous. Ne vous mêlez pas des affaires du Niger. Ça veut dire que nous sommes des propriétés de certaines personnes. Mais imaginez-vous. Et voici ces messieurs qui nous disent qu'ils sont nos amis. Il est vrai que les Africains, quand on les tape un peu sur l'épaule, on les donne quelques accolades,
ils sont très heureux. Ou Bonya. Ça, ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui, nous cherchons à savoir ce qu'on veut faire. Ce jour-là, quand j'écoutais les discours, il y a un fil conducteur. Assimi Goïta le 16 janvier 2024. Ibrahim Traoré le 31 janvier 2024. Le général Tchani le même jour. Sauf qu'il a fait en 4 langues, 3 langues, en français, en bamana, en germain et en haussa. Parce que c'est des langues majeures chez eux. Mais ce qu'on aura constaté, c'est le fil conducteur. On aura vu des hommes de terrain. Ils ne sont pas venus faire de la théorie. Tous des hommes de terrain. Tous ont vécu dans leur chair et dans leur âme les actes de trahison, les doubles jeux dont ont souffert nos armées. Ils ont dit ce qu'ils pensent. Il appartient aux intellectuels de nos pays, à la jeunesse, aux universitaires, aux politiques, de théoriser ce qu'ils ont dit. Parce que comme je vous ai dit, la pratique sans la théorie, elle est aveugle. Et la théorie sans la pratique, elle ne vaut pas grand-chose. Pour l'intérêt des peuples africains, il nous faut conceptualiser ce qui est en train de se faire. Ils nous ont montré le chemin. Il appartient aux universitaires, aux intellectuels, aux hommes d'affaires, à vous, la société civile, aux politiques, d'avoir un fil conducteur. Nous ne voulons plus jamais que quelqu'un vienne s'imposer à nous. Il faut donc théoriser, distiller leur vision auprès du plus grand nombre de jeunes de notre pays, pour qu'à l'avenir, notre pays puisse, notre pays de l'AES, j'allais dire, parce qu'en réalité, aujourd'hui nous avons les destins liés. Pour question d'organisation et de prudence, nous parlons de confédération. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi? J'ai dit, mais les équipes actuelles ne font rien sans réfléchir. Les peuples là voulaient se réunir depuis l'indépendance. Ils ont été ensemble, mais pourquoi ils se sont divisés? Il faut se poser ces questions. Vous savez qu'une fois, on a signé des alliances. Le président est retourné chez lui. Et puis, je ne vous dirai pas sur quelle intervention. Il dit s'il ne signe plus. Il vous dit, mais ça c'est quoi ça? Et toi, président Koutrou, toi tu es allé donner ton accord. Tu viens dans ton pays, tu dis que s'il ne signe pas. Pour que ces genres de gens ne nous arrivent plus, nos spécialistes réfléchissent sur chacun des points et soumettent à nos dirigeants qui vont se mettre ensemble. Je vais donc terminer ce discours, mesdames et messieurs, par un appel avec lequel j'ai commencé. J'ai dit que notre armée, donc une minorité de Maliens, décidés avec quelques hommes politiques, ont fait recouvrer au peuple son honneur et sa dignité en prenant Kidal. Mais aujourd'hui, ce n'est pas eux qui vont construire le Mali. Et ceux, disons, pour construire le Mali, c'est tout le monde. Faisons donc appel à tous les enfants du Mali. Tous. Je prends l'exemple. Dans mon village, il y a des gens qui soutenaient l'ancien régime, mais ils ne savaient pas tout ce que je viens de vous expliquer. Mais s'ils le savent aujourd'hui et qu'ils veulent participer à la refondation du Mali, personne n'a le droit de se prévaloir d'une quelconque légitimité historique pour exclure les autres Maliens. La paix, c'est tous les Maliens. De la même manière où notre armée a fait l'union sacrée autour des chefs militaires et du président de la transition. Et nous, les politiques, on a continué à parler. Il y en a qui parlent que la parole, là, ce n'est rien, mais nous, on sait ce que ça vaut. De la même manière où cette minorité a pris Kidal,
Il faut que maintenant la majorité se lève. Wati sera que tous les Maliens se lèvent dans un sursaut national, créer une union sacrée autour des nouvelles orientations de la transition pour rendre irréversible le processus de refondation de notre pays. Merci beaucoup pour votre témoignage. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Tout le monde reste en place. Le Premier ministre descend pour saluer. Voilà, tout le monde reste sur place, s'il vous plaît.